il y aura un Premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire et que le président de la République reconnaîtra forcément, et la Constitution réglerait les prérogatives du président de la République et du Premier ministre. Et donc, le Premier ministre élu n'aura pas une autorité sur l'armée. C'est le président qui aura une autorité. C'est une phase de transition, parce que l'Algérie est un État jeune. Et donc, il faut reconnaître cet héritage que nous avons de l'histoire, et il ne faudrait pas que le ministère de la Défense contrôle tout l'État comme il le fait aujourd'hui. Il faudrait que le ministère de la Défense ne contrôle que la présidence, qui sera garante d'un certain nombre de constantes, ce qu'on appelle des constantes nationales, et laisser un Premier ministre et des députés élus démocratiquement, réellement par la population, sur la base d'un programme économique et social. Moi je vois, c'est la seule issue. Sinon, nous allons vers l'effondrement du régime, et même, je ne le souhaite pas, mais on va vers la somalisation, c'est-à-dire l'éclatement de l'État. Nous faisons tous le constat que ce monde est autiste. Donc comment faire justement pour pousser, pour aller vers cette issue. Donc aujourd'hui, on a entendu à la conférence les conférenciers parler d'un régime, de méthode de changement non violente, consensuelle, etc. Donc comment voyez-vous le processus justement pour arriver à l'issue? Là, vous avez prescrit des mécanismes constitutionnels, institutionnels justement pour réguler les problèmes dont vous avez discuté au début. Mais ça, de toute façon, ça viendra donc à une étape ultérieure. Maintenant, pour enclencher ce processus de changement. Donc, moi, je pense que le dernier article publié par Rachid Benil, qui a fait l'effet d'une bombe en Algérie, inaugure d'une bonne évolution. Il faudrait que d'autres officiers supérieurs à la retraite prennent la parole publiquement et donnent leur point de vue. Alors, je dis des officiers à la retraite parce que les officiers en activité, ils sont tenus par le droit de réserve et ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement et officiellement. Mais si nous avons plusieurs interventions d'officiers supérieurs ou d'officiers tout court de l'armée à la retraite, ça pourrait créer un autre climat à l'intérieur de l'armée et aussi influencer les dirigeants pour qu'ils acceptent l'idée de transition pacifique et de rupture avec ces méthodes qui ont jusque-là conduit à la corruption et à la gabegie que nous savons. Vous avez parlé tout à l'heure du DRS. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience durant cette dernière décennie, parmi même de grands segments de la population algérienne, que les militaires, en particulier le DRS, contrôlent le système politique algérien. Mais en parallèle, on observe que la classe politique algérienne, en particulier l'opposition, jusqu'à présent n'ont pas proposé un projet concret, par exemple de loi, de mécanisme, pour justement contrôler de façon démocratique les services de renseignement. Donc on voit, tout le monde dénonce la domination du militaire sur le civil, on remonte du MAL jusqu'au DRS, tout le monde fait le constat, mais on voit une pauvreté intellectuelle justement parmi les intellectuels algériens, parmi les figures prominentes de l'opposition. Il manque du concret.
quant aux méthodes de contrôle démocratique, donc du secteur de sécurité, en particulier des services de renseignement. Est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs quelques repères pour pouvoir exercer ce contrôle? Alors, il ne faut pas comment dirais-je, il ne faut pas jeter la pierre à la classe politique civile qui ne contrôle pas les services de sécurité comme ça se passe dans d'autres pays. Je crois que les services de sécurité eux-mêmes, le DRS lui-même, il ferme le champ politique et il ne permet pas l'émergence d'une classe politique autonome. Moi, je n'irai pas jusque-là, parce que là, ça voudrait dire que l'Algérie a basculé dans la démocratie. On n'en est pas là. Moi, je dirais que l'opposition, qui est, et le peuple, dans sa majorité, dans son écrasante majorité, il rejette l'État, ce régime, et donc il est dans l'opposition. Il faudrait que l'opposition apprenne à faire autrement la politique, ou apprenne à pratiquer autrement la politique, c'est-à-dire à pratiquer la politique de manière pacifique. C'est-à-dire être ferme dans les principes, rejeter ce pouvoir, mais en même temps qu'il n'y ait pas de la haine. Parce que tant qu'il y a la haine dans la critique politique, les positions se figent. Et les militaires se trouvent dans une situation où, pour eux, c'est une question de survie. Ou bien le régime reste et ils continueront d'être, ils seront en vie, ou bien le régime passe la main à l'opposition et ils seront tous fusillés. Voyez-vous? Et donc, ce qu'il faut, c'est introduire la paix dans les rapports politiques, dans le discours politique, et dire qu'on veut faire des changements, non pas pour prendre une revanche, non pas pour punir des gens, mais on veut faire on veut opérer des changements pour l'avenir du pays, pour les enfants de ce pays. Et nous sommes un pays qui se marginalise, on est à côté des tendances de la mondialisation, parce qu'on est figé, etc. Et dans une deuxième étape, évidemment, quand on aura une Assemblée nationale qui sera représentative, c'est normal qu'il y ait une commission parlementaire, ça se fait dans les grands pays démocratiques, y compris dans un pays que nous ne reconnaissons pas et nous avons raison de ne pas le reconnaître, Israël. Eh bien, dans leur Assemblée nationale, il y a des députés qui contrôlent les activités des services de sécurité. Donc, ça existe chez les Américains, ça existe chez les Allemands, ça existe chez les Anglais. Ça n'existe pas en France. Mais bon, les démocraties sont perfectibles. Et donc, ce qu'il nous faudrait, c'est nous aussi avoir une commission parlementaire qui contrôle le budget et les activités du DRS. Mais on n'en est pas là. Ça, c'est dans une deuxième étape. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée qui contrôlerait le DRS, c'est plutôt l'inverse. En Algérie, c'est ouvert. Les perspectives de changement, ça me rappelle le début des années 50. Les Tunisiens et les Marocains étaient en train de se préparer à l'indépendance. Ils s'étaient soulevés. Auparavant, quelques années auparavant, l'Inde avait obtenu son indépendance. En mars 1954, le Vietnam avait infligé une défaite militaire cuisante à Dien Bien Phu, à l'armée coloniale française. Et ce sont ces éléments extérieurs qui ont influé sur le mouvement national algérien, qui était très divisé et qui ont dépassé leur division pour déclencher le 1er novembre 1954. La même chose va se reproduire, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes indépendants et ce se fera sans la violence. Eh bien, ce qui se passe à l'extérieur, les transformations qui se passent à l'extérieur,
quelle que soit la situation économique et sociale de la Tunisie et du Maroc, ils sont en train de faire des progrès. L'Afrique du Sud est en train de devenir un pays émergent. Le Brésil et l'Inde sont en train de devenir de grands pays, des géants. Eh bien, ces faits inciteront à court terme ou à moyen terme les Algériens à prendre conscience qu'ils ne peuvent pas rester en marge de ce qui se passe dans le reste du monde. Et je crois que c'est là qu'il y a la perspective, c'est l'extérieur, parce que nous avons d'énormes possibilités et nous ne savons pas les utiliser. Quand je dis les possibilités humaines, les possibilités culturelles, les possibilités financières. Voilà, je vous remercie.